Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une analyse assez fascinante de notre monde numérique, une analyse de la façon dont le capitalisme a fini par capturer complètement notre attention. Pour bien commencer, il y a cette citation de Fredric Jameson qui frappe fort. Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. C'est une idée vraiment puissante, non? Ça veut dire que le système dans lequel on vit est devenu tellement total, tellement partout, qu'on ne le voit même plus. C'est un peu comme l'air qu'on respire. Alors, entrons dans le vif du sujet. L'argument principal ici, c'est que le capitalisme n'est plus juste un système économique. Non, il a évolué pour devenir quelque chose de bien plus grand, une sorte d'environnement métaphysique qui dicte en fait toute notre existence. Pensez-y, c'est devenu le système d'exploitation de notre monde. Il n'a même plus besoin de débattre pour convaincre. Ces valeurs de base, comme le profit, la consommation, la compétition, ce sont devenues nos valeurs par défaut. C'est la norme. Et du coup, imaginer une alternative, c'est devenu presque impensable. Ok, mais alors, comment ce système arrive-t-il à garder le contrôle? C'est la grande question. Et la réponse est fascinante. Ce n'est pas par la force brute, non. C'est par un moyen beaucoup plus subtil. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le changement de paradigme. Avant, la tyrannie, c'était la répression. On empêchait les gens d'agir. Aujourd'hui, on est face à ce qu'on pouvait appeler une tyrannie douce. Elle ne réprime pas, elle dirige. Ce sont les algorithmes, les tendances, les likes qui ne contrôlent pas notre corps, mais qui façonnent directement nos désirs. Bon, allons voir un peu dans la salle des machines, si on peut dire. Au cœur de cette nouvelle réalité, il y a une véritable usine. Une usine qui a un objectif bien précis, fabriquer en nous un état constant de désir, d'insatisfaction. Et comment fait-elle ça? Grâce à un concept clé, la rareté artificielle. Attention, on ne parle pas de manque de biens matériels. Au contraire, on est dans l'abondance. Non, le système crée une rareté de choses immatérielles. Le temps, l'attention, l'identité, le sentiment d'appartenance. Et bien sûr, la seule solution proposée pour combler ce manque, c'est de consommer. Ça va encore plus loin avec ce qu'on appelle la liquéfaction de l'existence. C'est un peu barbare comme terme, mais l'idée est simple. Tout, absolument tout, est réduit à sa valeur marchande. Nos relations, nos émotions, nos connaissances. Et dans cette logique, un être humain n'est plus qu'un capital humain, un investissement qui doit, bien sûr, générer le meilleur retour sur investissement possible. Et tout ça, ça nous mène tout droit à l'économie de l'attention. C'est un modèle où le vrai produit, ce n'est pas ce qu'on regarde, c'est nous. C'est notre attention qui est achetée et vendue. Chaque clic, chaque like, chaque seconde passée à scroller, tout ça est collecté, analysé, packagé et revendu aux annonceurs. Il faut bien comprendre ça. La véritable marchandise, c'est notre attention. Le point crucial, c'est qu'on n'est pas seulement des consommateurs dans cette histoire. On est à la fois les travailleurs non rémunérés qui produisent les données et la matière première elle-même. C'est un double rôle assez unique. Alors, quel est le résultat de toute cette mécanique? Qu'est-ce qui sort de cette usine à attention? Eh bien, logiquement, on se retrouve avec une culture de la trivialité. Une culture où ce qui est superficiel, ce qui est simple, est bien plus rentable que ce qui a du fond. La question, c'est comment le futile, le trivial, peut-il se transformer en or? C'est une bonne question, non? En fait, le processus est d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Regardons ça de plus près. Voilà le cycle, en 3 étapes. D'abord, la production. C'est rapide, c'est pas cher, on mise sur l'imitation, la répétition, les formats ultra simples. Ensuite, le succès. Comment on le mesure? C'est purement quantitatif. Des vues, des likes, des partages, pas besoin de se demander si c'est qualitatif. Et enfin, le cycle de consommation. Le contenu est produit, consommé à toute vitesse, puis oublié. Ce qui crée un besoin constant, une demande sans fin pour la prochaine dose de contenu. Et les conséquences de tout ça, elles sont existentielles. Ce n'est pas juste une question de mauvais contenu, ça va bien plus loin. On assiste à une érosion du goût, des standards intellectuels. Notre vide intérieur est colonisé par de la distraction facile. Et la pensée critique, elle n'est même plus combattue, elle est simplement rendue non pertinente, noyée sous le bruit. Bon, face à un problème d'ordre existentiel, la solution ne peut pas être juste économique ou politique. Ça ne suffira pas. La réponse doit, elle aussi, être existentielle. Ça demande une nouvelle façon d'être au monde. Et ça commence peut-être par une nouvelle définition de la richesse. Et si la vraie richesse, ce n'était pas la possession de choses, mais le pouvoir du contentement. La force de pouvoir dire « je ne désire pas ça ». C'est un renversement de perspective assez radical en fait. Très bien.
Mais concrètement, comment on fait? À quoi pourrait ressembler cette résistance au quotidien? Eh bien, on peut identifier 3 grandes stratégies. La première, c'est la guerre de l'attention. S'entraîner activement à reprendre le contrôle de son attention, notre ressource la plus précieuse. Ensuite, le boycott existentiel. Rejeter non pas un produit, mais tout un style de vie imposé par le marché. Et enfin, construire des communautés parallèles, des espaces où la profondeur, le sens et la coopération priment sur la logique marchande. Tout ça nous laisse avec une question finale. Et elle est de taille. Dans un monde qui nous vend de la distraction à chaque instant, est-ce que la véritable révolution aujourd'hui ne serait pas tout simplement de reprendre le contrôle de notre propre attention?